Alors bonsoir à chacun, merci d'être venu pour cette nouvelle soirée de l'école buissonnière. Comme annoncé dans nos communications par mail, nous allons reprendre au rythme d'une fois par mois. Et ce soir, nos deux formateurs et amis vont nous parler de leur expérience et différentes façons de conserver les légumes, parce que vous savez que ben, il y a deux possibilités au potager. Soit vous réussissez pas et vous avez rien, et soit vous réussissez bien et vous avez trop. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces légumes en trop et comment les valoriser, les conserver le plus longtemps possible? Alors, Sylvain, est-ce que tu veux bien commencer? Allez, alors, du coup, voilà, si on veut conserver les légumes, les fruits, c'est bien parce que des fois, ça ne marche pas. On a des légumes qui pourrissent, c'est trop tôt, avant qu'on ait pu les consommer. Et l'idée, c'est déjà de savoir pourquoi les aliments s'abîment. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme problème sur, on va dire, sur une tomate qui s'abîme? Ou sur une pomme, on a plusieurs paramètres qui agissent. En fait, on peut avoir déjà les insectes, on connaît tous le ver dans la pomme, ça c'est un des ravageurs. Là, il n'y a pas grand-chose à faire que de prendre son couteau et l'enlever, enfin bon, voilà, ou alors il fallait anticiper un peu. Mais en fait, ce qui va plutôt poser problème dans la conservation, ça va être les micro-organismes ou on va dire voilà, les microbes, donc que ce soit les bactéries, les levures et les moisissures, les champignons. Donc ça, c'est souvent ça qui fait qu'un fruit est pourri ou qu'un légume pourrit et qu'on ne peut pas le manger. Alors, pour éviter d'avoir ces problèmes avec des micro-organismes, on a trois leviers sur lesquels on peut jouer. Et en fait, tous les processus qu'on utilise pour conserver les aliments utilisent un ou plusieurs de ces leviers. Alors, le premier levier, c'est un peu la base, c'est un peu l'état sanitaire des aliments, des légumes. Savoir si à la base vous avez déjà plein de champignons autour de votre légume, vous avez peu de chances d'arriver à le conserver très longtemps. Donc, c'est à la base l'état sanitaire de base, et puis après, tout au long du processus de transformation, tout ce qu'on va faire en cuisine, tout ce qu'on va faire dans nos conserves, voilà, l'idée c'est d'avoir un état sanitaire nickel, en tout cas le mieux possible. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est la disponibilité en eau, parce qu'en fait, ces microbes, c'est les bactéries, les champignons, les levures, vont forcément consommer de l'eau pour fonctionner. Et on va essayer de limiter la disponibilité en eau dans les aliments pour que ces organismes ne se développent pas. Et enfin, le troisième levier, c'est l'environnement dans lequel sont les micro-organismes. Donc, ils ont des préférences. En général, ils ont une gamme de températures qui leur convient très bien pour se développer et du coup, des températures au-dessus ou au-dessous desquelles ils peuvent plus se développer du tout. Et pareil pour l'acidité, le pH. Donc, on va utiliser ce troisième levier, l'environnement des micro-organismes, pour éviter qu'ils se développent. Voilà. Et du coup, Philippe a développé un peu chaque moyen de conserver en lien avec ces, ces trois leviers, on va dire. Tout à fait. Très bonne introduction, Sylvain. Euh, du coup, est-ce que ça marche ce truc-là? Oui. Philippe, n'hésite pas à parler bien fort parce que ton D'accord. micro est un peu faible. Ok. Alors, suite à l'introduction de Sylvain, effectivement, les moyens de conservation, on a plusieurs leviers. Ça va être une partie un peu technique et pas très visuelle. Et puis après, on ira sur des photos. Donc, la première, c'est la destruction des micro-organismes. Alors, il y en a plusieurs. L'alcool, le soufre, la cuisson, on connaît très très bien, la stérilisation, le blanchiment, la pasteurisation. Les différences, on les verra un petit peu plus tard. Euh, Ensuite, on a l'inhibition de la décomposition qui va aller sur la modification de l'aliment, donc par l'extraction de l'eau. Donc là, on a le séchage, la déshydratation, qui est un peu plus mécanique, on va dire. La dessiccation qui est du séchage par le sel, par exemple, la lyophilisation qui est le séchage par la congélation
à très basse température. Et le pressage, j'aurais pas forcément d'exemple, si ce n'est de sécher des pommes en les pressant, mais, mais voilà. Il y a la fermentation, donc c'est la modification chimique de l'aliment par la fermentation lactique, la formation alcoolique et la formation acétique. La fermentation acétique, c'est la décomposition de l'alcool en acide acétique, comme le vinaigre, typiquement. Et lactique, on le verra un petit peu plus loin, parce que c'est un mode de conservation très pratique, et à mon sens, un des meilleurs. Et puis, la modification du milieu, donc, qui va inhiber le développement des bactéries, donc par le salage, le sucrage, le saumurage, donc c'est de l'eau salée, le graissage ou le huilage, et le fumage. Et puis, on a le froid, donc réfrigération, congélation, surgélation. C'est juste des histoires de température. Donc, réfrigération, c'est 4 à 6 degrés. Congélation, c'est jusqu'à moins 18. Et surgélation, de moins 18 à moins 180 et les brouettes. Moins 120, voilà. Et puis, il y a l'oxydoréduction, c'est ce qu'on a dans les grandes surfaces, avec de l'injection de CO2. Alors, il y a des vieilles techniques qui étaient utilisées par nos aïeux, déjà, et sous vide, tout ce qui est emballage sous vide, etc., qui marche. Et puis, le dernier point, c'est l'élimination des micro-organismes par décantation, par vinaigre, bicarbonate de sodium, permanganate de potassium, huile essentielle ou plantes. Alors bien sûr, ces modes de conservation ne sont pas spécifiques, on peut, et puis il y en a d'autres, hein, mais on peut alterner et combiner les uns avec les autres. Par exemple, si on prend des tomates confites, on va d'abord les sécher et après les mettre dans de l'huile pour les conserver. Il peut y avoir de la cuisson, puis du fumage, etc. Voilà, il y a pas mal de choses. Et on va aller tout de suite, s'il n'y a pas de questions ou d'observations, on va aller à des choses plus représentatives. Donc les légumes et fruits, la lactofermentation. Sylvain, t'as un truc là-dessus ou pas? Vas-y, Vas-y, ok. Donc la lactofermentation, l'idée c'est, il y a des bactéries qui vont transformer les sucres. Donc les bactéries qui sont naturellement dans les légumes vont transformer les sucres présents en acide lactique, qui va en fait inhiber les autres développements de bactéries et donc permettre une conservation. Et en même temps, ces bactéries vont produire à la fois de la vitamine C et de la vitamine B2. Donc c'est un des seuls moyens de conservation qui, au lieu de détériorer la qualité nutritionnelle, va plutôt l'augmenter. Alors, il y a deux grands types de lactofermentation. Il y a la lactofermentation avec un bas niveau de sel sans saumure. Donc on va tout simplement mettre par exemple quelque chose comme 10 grammes de sel par kilo de légumes dans un bocal stérilisé. Alors type Le Parfait, c'est une marque très réputée et éprouvée durant des années. Et on va presser le légume jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau qui sorte. Il ne faut plus qu'il y ait de matière solide qui ne soit pas couverte par de l'eau. L'idée en fait de la stérilisation, de la fermentation lactique, c'est anaérobie. Donc il ne faut absolument pas qu'il y ait de l'oxygène qui soit présent. Et puis on va laisser à 20 degrés pendant 2-3 jours, puis fermer et laisser au frais pendant un mois. Et après, la conservation, c'est entre un an et plusieurs années quand c'est vraiment très bien fait. Après, voilà, il faut vraiment que ça soit bien stérilisé et bien étanche. Ensuite, il y a le deuxième cas avec la saumure. Il faut savoir que le risque, c'est le bacille botulique
qui risquent de se développer. Donc c'est pour ça qu'on met du sel. Et il y a du sel nitré. Donc pour la saumure, vaut mieux utiliser, enfin le conseil c'est d'utiliser du sel normal, mais d'en mettre un petit peu plus. Donc dans ce qui est écrit, on dit que à peu près entre 15 et 20 grammes de sel par litre d'eau, il n'y a absolument plus de risque de développement du botulisme. 30 grammes, c'est pour des légumes parce qu'on n'est pas très sûr de notre goût. Par contre, ces 30 grammes, on les retrouve dans l'alimentation après. Donc il y a besoin de recuisiner ou d'accepter le goût du légume qui va être acide et très salé. Voilà à peu près. Ouais. Alors du coup, moi j'avais vu que c'était conseillé en fait d'utiliser du sel aussi non trafiqué, on va dire non fluoré et Tout à fait. non trafiqué, parce qu'en fait ces composés-là ont des influences sur les bactéries lactiques qu'on veut développer. Donc ça va un peu poser problème pour le développement de ces bactéries. Et de la même façon, on conseille aussi d'utiliser une eau de source, donc pas forcément l'eau du robinet qui est hyper chlorée, enfin, ça dépend où vous êtes. Parce que le chlore, justement, est là pour détruire les bactéries. Donc nous, on veut faire développer les bactéries lactiques pour qu'elles travaillent et qu'elles acidifient le milieu. Mais si on a du chlore, ça va être plus compliqué. Donc, eau de source, voilà, idéalement, enfin, eau de source en bouteille si c'est compliqué pour vous. Voilà, oui, sinon, Nathalie dit qu'on peut laisser bouillir et refroidir aussi. Ouais. Et sinon, on peut laisser évaporer le chlore simplement, on le stocke à température ambiante. Au bout d'un moment, le chlore se désagrège en fait. Voilà. Mais donc ça, c'était ce que j'avais ajouté. Et juste, l'idée, en fait, c'est qu'il y ait quand même une concurrence entre les bactéries qu'on ne veut pas, donc qui vont pourrir les légumes, et les bactéries lactiques. Du coup, pour encourager ces bactéries à se développer, on peut aussi mettre un starter de bactéries, typiquement du kéfir ou du kombucha. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le kéfir, c'est une boisson et c'est que des bactéries lactiques. Donc vous pouvez aussi, pour mettre un peu de kéfir dans votre jus, comme ça, vous êtes sûr qu'il y a il y a un bon ferment lactique au départ et ça va démarrer à fond. Et c'est aussi possible de récupérer du jus d'une autre lactofermentation pour le mettre dans votre fermentation, dans la prochaine. Et comme ça, on garde la même semence en fait de bactéries lactiques. Et on sait, tant que ça marche, c'est qu'on a une bonne flore bactérienne et on a beaucoup moins de risques d'avoir les mauvaises flores. Et puis, après, pour certains légumes, faut chercher sur des recettes parce qu'il y a des choses qui sont pas évidentes. Genre, il y en a qui disent que on peut pas faire de lactofermentation avec de la pomme de terre, d'autres qui disent que si, mais il y a une recette particulière, donc il faut faire blanchir les pommes de terre juste avant et puis mettre un peu de starter aussi. Donc voilà. Et quand vous hésitez, cherchez des recettes et suivez la recette à la lettre pour démarrer, c'est pas mal. Alors effectivement, il y a une question, comment fermer le récipient par rapport à l'air? En fait, la fermentation développe du CO2, enfin, extrait du CO2. Et donc par la digestion du sucre, d'un côté il y a de l'acide et de l'autre côté il y a du CO2 qui se dégage. Et en fait, on ferme le récipient sans le fermer vraiment à fond. L'idée c'est que régulièrement, tant que la fermentation est active, on dégaze on dégaze en fait les bocaux pour éviter que les bocaux explosent. Donc il faut les ouvrir juste, on entend le pchit, hop, et puis on referme. Et jusqu'à ce que ça dégaze plus quelque part. Et là, on peut fermer pour la conservation longue.
Et du coup, quand on remplit les bocaux, pensez aussi à laisser un peu d'air dans le bocal. Il ne faut pas remplir à ras-bord. Sinon, si vous remplissez à ras-bord, vous serez obligé de dégazer toutes les 2 heures, quoi. Donc, si vous laissez 1 centimètre de vide, enfin, je ne sais pas comment tu fais, Ouais, c'est ça. ça, ça permet d'avoir à dégazer moins souvent, quoi. Sachant que l'avantage en fait des bouchons, des bocaux avec des bouchons en métal, ils ont le petit, la, le- la souplesse avec le témoin en fait de mise sous vide. Du coup, quand on voit le bouchon qui est bien galbé, il est temps de dégazer. Et tant qu'il est dans l'autre sens, c'est que la pression est bonne, quoi. C'est un bon indicateur. Ok pour ça. Du coup, on va avancer. Donc sur les conserves, Sylvain. Vas-y, du coup, déroule ton truc et puis moi, je Bah, complète après, là, ça va? moi, j'ai pas grand-chose à dire sur les conserves. Je pense que tu en as beaucoup plus Ok. à dire. Bon, il y a des choses qui vont peut-être se répéter. Du coup, sur les conserves, tu as mentionné différents traitements thermiques, en fait. L'idée, c'est, en faisant un traitement thermique, donc en montant la température, on va détruire les micro-organismes qui sont à l'intérieur et permettre que ça se conserve sur une plus longue durée. Donc, tu as mentionné plusieurs traitements thermiques. Je ne sais pas si tu vas aller en parler après. Donc, il y a pasteurisation et on va parler de pasteurisation et de stérilisation pour les conserves. Euh, En fait, l'idée, donc la pasteurisation, c'est au-dessus de 70 degrés et la stérilisation, c'est au-dessus de 100 degrés, voire même plutôt 120 degrés. Euh, Quand on fait des conserves à la maison, souvent, on met une grande marmite, on met de l'eau, on met à chauffer, on met les bocaux, on attend que l'eau bout et le temps qu'il faut, et puis on se dit, voilà, ma conserve, elle est stérilisée. En fait, quand on le fait comme ça, avec notre eau bouillante, on n'a pas, on fait de la pasteurisation en fait, parce que l'eau, elle bout à 100 degrés. Donc, ça veut dire qu'autour du bocal, on est à 100 degrés, mais au cœur du bocal, on n'est pas à 100 degrés. Donc, on se dit qu'on est encore dans de la pasteurisation et pas dans la stérilisation. Pourtant, en français, on dit toujours j'ai fait mes conserves, j'ai stérilisé mes conserves. Et dans les magasins, on achète un stérilisateur qui est juste une marmite. Et puis voilà. Donc, c'est juste voilà, une petite mise au point. Euh, donc, quand on pasteurise, ça marche très bien pour les aliments qui sont déjà un peu sécurisés. C'est-à-dire que si on prend des aliments qui ne sont pas acides ni sucrés, on a quand même un risque de botulisme, donc la bactérie dont Philippe a parlé tout à l'heure. Et ça arrive, c'est possible avec n'importe quelle conserve qui est pas assez acide, donc qui est au-delà d'un pH 5 en fait. Donc c'est pour ça que quand on fait des conserves, si on veut vraiment que ce soit sécurisé, on va essayer de jouer avec l'acidité l'acidité des fruits, des légumes. Et s'il faut, on rajoute un peu d'acide pour être sûr. Donc, la conserve qui fonctionne bien, en fait, c'est la ratatouille. Parce qu'on a des légumes différents qui ont des acidités différentes. Et en fait, dans la ratatouille, ce qui donne l'acidité, c'est la tomate. Elle est sucrée, mais elle a aussi un côté acide. Si on fait une conserve avec que de la courgette, on prend un peu plus de risques. Donc la ratatouille, c'est quand même assez sécurisé. On peut se faire une bonne pasteurisation simplement avec de l'eau chaude, ça marche. Et après, juste voilà un bémol, on fait gaffe quand on veut faire des conserves que de courgettes ou des conserves de blettes, des conserves de carottes, des conserves de haricots. Là, il n'y a pas d'acide dans les légumes à la base. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On accepte qu'il y a un risque quand même. Et en général, on suit les recettes et ça demande une pasteurisation plus longue. Donc voilà, il faut regarder sur les sites. Je fais mes conserves moi-même et ils vont vous donner les barèmes à respecter. Mais ce n'est pas les mêmes barèmes. On fait une pasteurisation plus longue parce qu'on n'arrive pas à cette stérilisation et qu'on a toujours ce risque de botulisme qui traîne quelque part.
Si on veut vraiment être sûr de son coup sur le botulisme et sur les aliments un peu limites comme ça, comme le haricot, mais après comme même la viande, hein, d'autres aliments qui sont ni acides ni sucrés. Du coup, il faut stériliser. Et pour stériliser, ça veut dire qu'il faut arriver à 100 degrés au cœur du bocal. Donc, il faut que l'eau ait le bout à plus de 100 degrés. Et la seule solution qu'on a pour faire bouillir de l'eau à plus de 100 degrés, c'est mettre sous pression. Donc, comme j'ai vu passer dans le chat, le faire dans une cocotte minute, en fait. Dans une cocotte minute ou un autoclave. Mais en France, voilà, on fonctionne principalement avec les cocottes minutes. Donc, du coup, avec une cocotte minute, vous pourrez avoir une durée de cuisson plus courte. Donc, avoir une meilleure qualité des produits que si vous l'aviez fait pendant 2 heures ou 1 heure et demie en pasteurisation avec l'eau qui bout. Des fois, c'est de la bouillie. Euh, les blettes en conserve, c'est bien, mais bon, faut bien les recuisiner après coup, parce que c'est un peu de la bouillie des fois. Voilà. Pas de risque pour le bocal en verre dans la cocotte. Alors, le risque, il existe aussi dans la pasteurisation à l'eau qui bout. Donc, si vous achetez, je vais juste parler de la pasteurisation déjà. Si vous achetez ce qu'on appelle les stérilisateurs en acier galva, qu'on vend dans toutes les jardineries, c'est des stérilisateurs coniques avec une armature, tout ça. Et en fait, il faut déjà fixer tous les pots pour pas que ça flotte, parce que quand ça va commencer à bouillir, tout va bouger et il faut vraiment bien caler, sinon on va avoir des dégâts. Donc, en général, on utilise ce genre de stérilisateur avec les pots le parfait, comme vous voyez, voilà, c'est quand même des pots hyper solides, mais il faut quand même les attacher, éviter que ça bouge, sinon vous aurez de la casse. Si vous utilisez des pots plus simples, je pourrais vous en montrer. Vous me voyez là? Oui. Ouais, ouais. Donc là, c'est un pot le parfait. Et, euh, et là, vous avez un pot plus simple. Donc, c'est possible de faire de la pasteurisation avec ça. Mais honnêtement, ne le faites pas dans les stérilisateurs en galva conique parce que vous n'arriverez jamais à caler vos pots. Il y aura toujours de la casse. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une marmite inox cylindrique. Et ça, j'arrive à caler tous mes pots nickel dans une marmite inox cylindrique avec un triple fond qui fait que ça répartit beaucoup mieux la chaleur et ça bouge beaucoup moins. Et du coup, dans la cocotte minute, le problème du calage se pose aussi, je pense. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'expérience sur la cocotte minute, donc l'idée c'est de bien caler. Je pense que ça, si c'est bien calé, comme c'est cylindrique, on peut bien caler des pots comme ça dans une cocotte minute. Voilà. J'ai vu qu'il y en a qui calaient Du coup, ça il nous avec des reste chiffons. une question. Pardon? Ouais, j'ai vu que, en fait, Philippe disait qu'il en a vu qui carre avec des chiffons. Ouais, Ah voilà. oui. Oui, bah, moi j'ai essayé dans les stérilisateurs en galva, mais j'ai eu aussi beaucoup de casse quand même, même avec des chiffons. Du coup, je mets 1 heure à emballer tous mes pots, 1 heure de cuisson et 1 heure à déballer. Enfin bon, c'est la galère. Et il restait une question qui est passée, c'est comment vérifier s'il y a du botulisme dans le bocal? C'est tout le problème du botulisme. C'est que, enfin, si je ne me trompe pas, c'est inodore, incolore. Enfin, c'est vraiment une saleté, quoi. Et Alors, voilà, je ne sais pas, Philippe, si tu veux en parler. ouais, il y a malgré tout quelques indices. Euh, alors, surtout ce qui est, par exemple, bouchon métallique ou les boîtes de conserve, le premier indice, c'est la rouille, ce qui veut dire qu'il y a de l'oxydation, donc de l'oxygène qui est rentré. Du coup, c'est pas en fait un indice direct, mais lorsque il y a de la pression dans la conserve, ça veut dire qu'il y a eu une fermentation qui a été effectuée, donc potentiellement un risque très fort de botulisme. Et ensuite, juste tu parlais des couvercles, si vous utilisez des pots comme ça, moi je prends toujours des couvercles neufs parce que voilà, c'est beaucoup plus sûr.
Ça se vend dans toutes les jardineries. Voilà. C'est quand même fait pour être jetable, donc à force de récupérer, on a des problèmes. En vérifiant vite fait sur le site de l'agriculture, .gouv.fr, par rapport au botulisme, il marque que le produit peut présenter une couleur différente de d'habitude ou une odeur anormale. Et puis, comme le couvercle ou la boîte de conserve qui peut être gonflé. Il vaut mieux jeter le produit sans le consommer au moindre doute. Voilà. Ok. Et puis Nathalie qui nous donne un petit conseil, elle dit qu'il lui arrive de rajouter un bocal vide s'il n'y a pas assez de bocaux à stériliser pour caler le tout. Ok. Sur les confitures, Sylvain, c'est un peu le même principe. Alors, sur les confitures, oui et non. Pour moi, la confiture, c'est pas que un traitement thermique. En fait, il y a plusieurs processus dans la confiture. Oui, on va faire chauffer. Attends, je recherche mes notes. Confiture. Alors, du coup, en fait, dans la confiture, on va ajouter du sucre et on va faire chauffer. L'idée, c'est en fait que par la cuisson, quand c'est des fruits, on va déjà extraire la part de pectine qu'il y a dans les fruits. Et la pectine, donc, c'est une protéine et qui va permettre de faire coaguler l'ensemble. Donc ça, la pectine, elle sort que par la cuisson. Donc la cuisson sert à ça, en plus du traitement thermique. Après, on rajoute du sucre, parce qu'en fait, quand on va rajouter le sucre, on va arriver à lier à la fois le sucre, la pectine et l'eau. Et c'est ça qui va faire la cohérence en fait, de la confiture. On va perdre le côté liquide. Et c'est en rendant cette eau liée qu'on améliore la conservation. Parce que si on a l'eau qui est bloquée, qui est liée à la pectine et au sucre, elle ne va pas être utilisable par les micro-organismes. C'est pour ça qu'on fait une confiture sucrée et que voilà, la confiture, c'est avec du sucre. Alors du coup, quand on sucre une confiture, on pense aussi au niveau de sucre qu'on a déjà à la base dans le fruit. Il y a des fruits qui sont très peu sucrés, d'autres qui sont beaucoup plus sucrés. Donc on peut équilibrer un peu pour avoir un rendu qui nous plaît et qui se conserve. Donc je donne un exemple, la châtaigne. La châtaigne, c'est un fruit qui est très peu sucré à la base. Il y a 10% de sucre dans une châtaigne et en plus, c'est de l'amidon. Ce n'est pas un sucre qui réagit très bien. Du coup, quand on fait la confiture de châtaigne à la maison, on aime le goût de la châtaigne, donc on va se dire bah, je ne mets pas trop de sucre parce que voilà, je veux vraiment le goût de la châtaigne. Et on se retrouve 6 mois plus tard et on a déjà des moisissures dans un pot qui a fait cloque quand on l'a ouvert, hein, mais il y a déjà des moisissures, voire même ça a commencé à fermenter à l'intérieur. Ça arrive sur les bonnes confitures, quoi. Donc c'est pour ça que la châtaigne, c'est vraiment très compliqué c'est compliqué à faire. Quand on veut une confiture de châtaigne pas trop sucrée, ben, il faut la pasteuriser derrière. Donc, comme on a dit tout à l'heure, au moins pasteuriser dans de l'eau bouillante. Mais après, quand on a des fruits très sucrés comme la cerise, tout ça, on peut se permettre de mettre un peu moins de sucre. L'idée pour que ça fonctionne bien, qu'on puisse ne pas avoir à pasteuriser les confitures, mais simplement fermer à chaud le pot et le retourner, c'est une pasteurisation voilà, dès la mise en pot, qu'on n'a pas besoin de replonger dans l'eau. Il faut atteindre un niveau de sucre, donc on dit qui est autour de 50% sucre total, donc c'est-à-dire sucre qu'on a ajouté plus le sucre du fruit. Donc voilà, alors on a des moyens de mesurer aussi le taux de sucre total. Parce qu'en fait, le taux de sucre total, on peut le mesurer, ça s'appelle le degré Brix, c'est le pourcentage de sucre total. Et si vraiment vous rentrez, vous mettez à faire plein de confitures, vous pouvez acheter un réfractomètre qui mesure le degré Brix, ça coûte une trentaine d'euros. Et ça permet de savoir à quel moment vous dites, ça y est, maintenant j'ai assez de sucre dans ma confiture, j'ai fait évaporer suffisamment d'eau
pour avoir la bonne concentration et pour que ma confiture puisse se conserver facilement, simplement en fermant le bocal et en le retournant. Voilà pour la confiture. Si vous êtes en dessous de ce niveau-là, de 50 degrés Brix, en fait, vous êtes sur une purée, donc voilà, il faut stériliser. Et si vous êtes au-dessus de 60, là, vous êtes sur un sirop. Donc, c'est très sucré. Franchement, c'est pas mangeable comme ça. Il faut mettre un sirop, on met de l'eau dedans. Donc, voilà, à vous de faire vos propres recettes. Alors ça, c'est super. On apprend plein de trucs, Sylvain, même moi. Euh, Par rapport à ton. Vu que tu en fais quand même une sacrée quantité, comment tu stérilises tes pots? Donc, moi, stériliser les pots vides. Ouais, OK. Donc, je prends en général des pots neufs, mais sinon bien lavés. Et en fait, je refais tourner mon lave-vaisselle avec un programme chaud sans lessive, enfin, sans produit de lave-vaisselle, et pas un programme qui dure 2 heures. Donc, c'est pas une stérilisation, hein, c'est juste, j'ai des pots qui sont chauds, le programme que j'ai, il a une soixantaine, 70 degrés. Donc, mes pots sont pasteurisés. Voilà, ça fait partie de l'hygiène globale de ma mise en pot. Après, par contre, je prends les capsules et je les mets dans de l'eau bouillante. Et au moment de la mise en pot, je prends les capsules, elles sont encore dans l'eau bouillante. Enfin, au début, je me brûle un peu, après, ou sinon, je les sors avec une fourchette s'il faut. Ce qui fait que quand même, tout est assez chaud. Et en plus, je mets en pot avec une confiture qui est très chaude aussi. En fait, après ma cuisson, je coupe le gaz et je vais garder ma plaque. Enfin, je vais mettre sur une plaque électrique parce que c'est plus facile. Et je vais garder ma plaque au minimum pour éviter que je sois à l'ébullition. Parce que si je suis à l'ébullition, ça veut dire que ça continue encore à cuire. Donc, entre le début et la fin de la même marmite, il y aura vraiment une différence. Mais par contre, je vais avoir un produit qui est chaud. Je ne mets pas de confiture froide dans les pots, sauf si je sais que je vais pasteuriser après dans de l'eau chaude ou dans un autoclave. Donc, en particulier pour la châtaigne, du coup, je me permets de mettre en pot à froid et puis parce que je sais que je vais autoclaver derrière. on a à peu près la même technique, sauf que mes pots, je les mets en fait au four. Ouais. Je fais un pic à 200 degrés. Comme Mhm. ça, à peu près pendant 10 minutes, il y a plus rien qui vit dedans. Et après, je Ouais. redescends à 70, à peu près à 70 degrés, qui va correspondre à ma température de confiture. Voilà. Et puis les pots, comme toi, ils sont dans la bassine en train de bouillir. Et je les sors les uns après les autres quand je ferme le pot. Voilà, voilà. Bah, du coup, tu montes à une plus grande température que moi, mais bon, comme moi, je fais à chaque fois une centaine de pots, mon four il est pas assez grand, alors que mon lave-vaisselle, j'arrive à mettre 100 pots dans mon lave-vaisselle. Ouais. Mais, et autre chose sur les confitures, j'ai parlé vite fait de la pectine. Du coup, il y a des fruits aussi qui ont peu de pectine. Et donc, c'est compliqué à faire figer. Donc, pour faire figer, il y a plusieurs façons de faire. Soit on met du sucre à confiture. C'est un sucre, en fait, qui est un peu trafiqué et qui a de la pectine dedans. Voilà. Donc, moi, je n'utilise pas ça parce que du coup, je suis en bio et j'utilise du sucre bio qui n'est pas trafiqué. Donc, je ne peux pas me permettre de rajouter de la pectine. La pectine, c'est sinon dans les pépins de pommes. Donc, il y a des recettes où on fait tremper des pépins de pommes dans une confiture, même si ce n'est pas une confiture de pommes, pour extraire la pectine. Donc, il y a beaucoup de pectine dans le pépin de pomme, on peut faire des gelées comme ça. Sinon, on peut faire aussi des recettes où on mélange pommes et puis un fruit qui a pomme raisin, par exemple. Alors, il n'y a pas trop de pectine dans le raisin. Voilà, pomme raisin, ça peut passer. Et sinon, sur certaines recettes, on rajoute aussi du citron, oui, comme dit Nathalie. Euh, j'ai- donc, le citron, il permet il a un peu de pectine dedans, mais il permet aussi à la pectine, le peu de pectine qu'il y a dans l'autre fruit, de bien fonctionner parce que c'est un acide. Et du coup, la pectine ne va pas être euh, c'est un acide qui est fort dans le citron, il y a l'acide citrique qui va réagir très vite avec tout ce qui
qui doit réagir dans la confiture. Et du coup, comme c'est le citron qui va l'acide citrique qui va réagir, ça ne va pas détruire la pectine qui est dans le fruit et qui est en train de se dégrader au fur et à mesure qu'on cuit. Voilà. Et sinon, pour les gelées, du coup, moi j'utilise de l'agar-agar qui permet, donc c'est une algue, donc c'est assez naturel et voilà, ça permet d'avoir une gelée, ça permet de figer un jus. Alors, respectez bien les recettes, c'est pas évident. Moi, j'ai eu pas mal de ratés sur l'agar-agar, mais quand ça marche, je suis très satisfait. Voilà. Moi, le citron, pour répondre à Émilie, moi, je le mets plutôt au début de la cuisson parce que justement, je veux qu'il protège la pectine qui est dans mon fruit. Donc, il faut qu'il réagisse pendant toute la cuisson. C'est ma façon de faire, mais c'est pas évident d'avoir toutes les réponses qu'on veut sur ce genre de questions. Et par contre, l'agar-agar, c'est en fin de cuisson. Voilà, c'est parce qu'il y a besoin d'un jus. L'agar-agar, on le dilue dans un jus froid. Donc, moi, j'ai toujours un jus froid. Et si on le met directement dans la confiture à plus de 100 degrés, ça va coaguler, ça va faire n'importe quoi, ça va faire des grumeaux. Moi, je mets dans un jus froid et après, j'intègre mon jus froid dans ma confiture qui est en fin de cuisson et qui va chauffer. Et je laisse 5 minutes d'ébullition et voilà, c'est fini. Donc, du coup, c'est pas évident l'agar-agar parce que on peut pas se dire, ah ben, je sais pas, ça me va pas, je vais faire cuire encore 5-10 minutes. Ben ouais, mais si j'ai mis l'agar-agar, elle va être elle risque d'être détruite si je laisse trop cuire. Bon, voilà, c'est pour ça que c'est pas évident. La technique aussi pour savoir si la confiture elle est finie, c'est la technique de l'assiette froide. Donc, on prend une cuillère de la confiture qui est en pleine cuisson, on le met sur l'assiette froide et on met l'assiette verticale et on laisse couler la goutte. Et si au bout d'un moment, la goutte s'arrête d'elle-même, c'est que la confiture, elle a figé. C'est facile à dire. Après, il faut quand même un coup d'œil, il faut de l'expérience parce que pour certains fruits, c'est pas du tout évident l'assiette froide. Alors moi, pour aller plus vite, j'ai toujours en fait, j'ai une assiette au congélateur. Comme ça, je sais que ça va refroidir plus vite et je verrai plus vite ma goutte se figer. Et voilà. Il y avait une question de Joël. Est-ce que laisser les fruits au sucre la nuit, ça a un intérêt? Ouais, je me suis posé la question. Moi, j'aime bien, je pense que c'est un intérêt gustatif, moi. Mais j'avoue que je le fais pour certains fruits, j'aime bien pour la figue. Je trouve que ma confiture de figue est très bonne quand je fais ça, mais c'est comme je fais pas de l'eau, je fais pas des comparaisons marmite par marmite, je fais pas systématiquement. Des fois, je fais des essais comme ça, mais moi, j'aime bien. Après, on fait attention quand même que ce soit bien mélangé, bien homogène, parce que quand on a sur la groseille, on a un jus qui est liquide, et du coup, le sucre va facilement décanter au fond. Et si on laisse trop longtemps, et aussi il fait trop chaud cette fameuse nuit, ça pourrait faire fermenter. Ça peut aller assez vite, donc ce qui est sensible, la groseille, dès qu'il y a beaucoup de jus, la groseille, le raisin, tout ça, ça fermente très très vite, donc on fait attention à ça. Voilà. J'allais dire autre chose, c'est pas grave, ça me reviendra. Ok, en attendant que ça revienne, les cures de fruits. Attends, Philippe, avant de changer de sujet, il y avait encore une question et je vais en profiter pour faire une remarque. Juste pour clôturer le sujet du botulisme, vous remarquerez que Sylvain a répété au moins 3 ou 4 fois respectez bien les recettes. Et ça reste la meilleure solution pour se prévenir du botulisme. Et je ne voudrais pas que cette crainte vous fasse reculer à faire vos expériences parce que justement, si vous suivez les recettes, il n'y a pas de souci. Et puis, le botulisme reste une maladie très rare avec 0,5 cas par million d'habitants en France. Voilà, pour le remettre à sa place. Ça reste quelque chose de dangereux, mais comme Sylvain l'a dit, si vous suivez les recettes, il n'y a pas de souci. On avait une question d'Émilie. Oui, pour la pasteurisation de légumes, Sylvain évoquait l'acidité. Est-ce que cette acidité, on peut la rajouter?
si on ne la prend pas de la tomate, comme tu citais. Est-ce que, par exemple, on peut rajouter de l'acide citrique ou une autre source d'acide? Oui, oui, ben, il y a plein de recettes en fait où on te dit mettez du citron. Et on t'explique pas pourquoi tu mettrais du citron. Parce que tu n'as pas l'impression que ça donne un super goût. Enfin, c'est pas vraiment c'est dans des recettes avec des légumes, on pense pas au citron, mais c'est pour ça en fait. C'est que dans le citron, il y a l'acide citrique et ça a du sens de mettre un peu d'acide. Euh, voilà, donc on peut le rajouter. J'ai pas trop de recettes au vinaigre qu'on pourrait pasteuriser, mais je pense qu'il y en a qui le font quand même de rajouter du vinaigre. Euh, voilà. Si vous voulez tester votre acidité, vous pouvez le faire avec les languettes de pH qu'on peut acheter en pharmacie ou voilà, je crois. Euh, voilà. Et juste, je pensais à une chose aussi pour les capsules. Bon, là, peut-être vous ne voyez pas. Moi, j'achète des capsules qui s'appellent stérilisation et qui ne sont pas des capsules pasteurisation. Les capsules stérilisation, elles ont ce qu'on appelle le flip, c'est-à-dire qu'elles sont concaves ou convexes. Au centre de la capsule, ça bouge un peu là, si je touche. Et quand le pot a fait le vide d'air, la capsule, elle est concave. Donc, quand j'ai fini ma stérilisation et que ça a refroidi, ma pasteurisation, que ça a refroidi, ou même quand j'ai retourné tous mes pots, normalement, tous mes pots sont en concave. Et du coup, s'ils ne sont pas en concave, ça veut dire que je n'ai pas fait le vide d'air, j'ai une entrée d'air. Donc, du coup, j'ai un risque pour la conservation. Donc, c'est des pots que je vais mettre au frigo de suite et consommer rapidement. Et en fait, ça, c'est pratique aussi si on a au cours de la conservation. Moi, je stocke mes pots. Quand ils étaient froids, je les ai rangés, ils étaient bien concaves. Enfin, la capsule était concave. Et en fait, un mois plus tard, j'en ai quelques-uns qui vont être convexes, qui vont faire c'est-à-dire qu'il y a une petite fermentation qui a démarré dedans. Donc, c'est pareil, c'est des pots que j'enlève. Et éventuellement, je ne consomme pas parce que si c'est une fermentation, il faut faire gaffe, quoi. Tant qu'on y est, Sylvain, tu parles de retourner les pots. Tu peux nous éclairer sur la fonction? Alors, il y a deux écoles. Moi, j'ai eu une formatrice qui m'avait dit que ça servait à rien. Mais je l'ai eu qu'une fois. Tous les autres disent de retourner les pots. Pour moi, ça aide à faire ce fameux vide d'air. C'est-à-dire qu'on va faire descendre tout le produit contre la capsule. Et du coup, on n'aura pas normalement d'échange d'air. C'est-à-dire que ça va faire comme une ventouse. Comme le produit est chaud, quand ça va refroidir, ça va absorber la capsule et c'est là qu'elle va se mettre en place, pour de vrai. Pour moi, c'est un peu l'effet ventouse qui se fait au refroidissement, parce qu'au refroidissement, on a une légère rétractation du produit. Voilà, c'est le principe normal, c'est que quand on chauffe, ça prend plus de place, quand on refroidit, ça prend moins de place. Donc pour moi, c'est un peu l'effet ventouse qui fait que la capsule va bien se mettre en place. Euh, voilà. Qu'est-ce que moi, ça m'arrive aussi de voir des bulles. Donc, c'est-à-dire, je mets à l'envers et si je vois des bulles sur le derrière de mon pot, ça veut dire que j'ai une entrée d'air en bas. Donc, si je vois des bulles alors que je viens de mettre mon couvercle, je change le couvercle, je jette le couvercle et j'en mets un autre tant que c'est encore chaud. Et en général, ça prend. Si c'est froid, c'est trop tard. Il faut pasteuriser ou réchauffer. Voilà. Non, c'est très bien comme explication. C'est celle que j'avais aussi. Ouais. Oui, Joël dit que ça marcherait aussi en Ouais. effet ventouse, ça marcherait vertical, hein, mais voilà, En moi, fait, c'est une sécurité pour moi et voilà, je le en ferai. fait, expliqué autrement, les molécules d'air sont plus petites que les molécules d'eau. Et de ce fait, en attendant que le couvercle soit plaqué contre le bocal, le fait d'avoir le produit en stérilisation en contact avec le bocal et l'air en haut permet tout simplement à l'air d'éviter de passer. Ça fait une étanchéité provisoire supplémentaire. Mais à quelque chose près, ça marche aussi, oui. Quand le bouchon est bien fermé, ça marche aussi à l'endroit. On passe à la suite. Alors, la suite, hop, le cuir de fruits.
Sylvain, t'as quelque chose à dire là-dessus ou pas? Non, vas-y, parle Alors, et puis je vais voir. le cuir de fruits, c'est un peu l'ancêtre du bonbon aux fruits, aux langues, ce qu'ils appellent des langues sucrées là. En gros, c'est tout simplement une compote de fruits rouges, de pommes, de mélange avec de la banane. Il y en a même qui le font avec du lait. Enfin, ils mélangent un peu de lait. Et après, c'est déshydraté. Donc au déshydrateur ou au four à basse température. Euh, il y en a qui rajoutent aussi un peu de sucre dedans. Et ça permet d'avoir une espèce de cuir. C'est pour ça qu'on appelle ça du cuir. Donc c'est une languette très fine. Donc c'est disposé sur un plateau et on va le laisser, enfin le déshydrater pour avoir cette substance qui se grignote comme un bonbon. C'est bien de savoir que ça existe. Voilà, super. Et du coup, si c'est le principe du séchage dont tu vas parler, donc si vous avez soit tu le fais au four, mais j'imagine si on a un bon déshydrateur, ça marche aussi. Oui, tout à fait. Alors voilà, c'est exactement comme une pâte de fruits, plus fin et plus déshydraté. Ouais. Et déshydraté en fait à froid. Et en fait, la pâte de fruits, pour qu'elle se conserve, parce qu'en fait, c'est tendu, la pâte de fruits, c'est censé se conserver à température ambiante en plein air. Pour qu'une pâte de fruits se conserve, il y a beaucoup de sucre quand même. Et il faut faire rentrer le sucre petit à petit dans le fruit. Il faut faire cuire un peu plus qu'une confiture, hein. Mais voilà, il y a quand même plus de sucre, alors qu'un cuir de fruits, on va le déshydrater, donc on va enlever le résidu d'eau qu'il y a dedans, on va le bloquer, ça va être plus sûr qu'une pâte de Voilà. fruits. Alors que le cuir de fruits, c'est beaucoup moins sucré Voilà. et plus proche en fait d'une déshydratation Mm. que d'une conservation par sucre. Et puis, il y a le séchage. Sylvain, si... Non, moi, Non. voilà, vas-y. Alors le séchage, moi je le pratique en séchage solaire avec des clés, donc les tiroirs que vous pouvez voir sur un petit grillage. J'ai ça dans mon jardin et quand je l'utilise, donc c'est par exemple des tomates que je vais couper en lamelles. Alors les lamelles font à peu près 5 millimètres et que je vais poser sur une clé. Généralement en 2 jours, c'est arrivé à l'état de chips que je récolte et je mets ça dans des bocaux secs. Donc les bocaux bien secs, le tout bien sec. Et ça se conserve, j'en ai qui ont à peu près 3 ans. Et ça se conserve très bien. Notamment la tomate que j'avais rebroyée par la suite pour en faire une espèce de farine grossière à refaire un petit peu revenir, donc réhydrater et passer à la poêle. Ça marche très très bien. Alors c'est pas une lyophilisation, la lyophilisation c'est un séchage par congélation. Donc ça va extraire l'eau, ça va congeler l'eau, donc ça va extraire l'eau même en partie des molécules. Alors que le séchage à froid, c'est inférieur à 50 degrés. Et généralement, c'est à peu près 24 à 30 heures de séchage. Et là, là, il faut faire des essais, mais vous pouvez sécher à peu près tout et n'importe quoi. Euh, et puis en faire des chips, c'est un très très bon moyen de conservation également. Ouais, du coup, même les légumes auxquels on n'y penserait pas, hein, ça peut faire des petits trucs apéro très, très tendance. Voilà, enfin, les carottes, des choses comme ça, on n'y pense pas, mais en séché, c'est pas mal. Et sur les séchoirs, vous trouvez des plans sur Internet pour construire vous-même vos séchoirs solaires. Il y a plein de ressources. Vous pouvez aussi l'acheter. Sinon, moi, du coup, j'ai un déshydrateur électrique. Bon, moi, j'ai une entrée de gamme. On peut trouver des déshydrateurs de meilleure qualité. Euh, c'est compliqué chez nous, mais j'ai vu du séchage de fruits en plein soleil. Mais c'était dans le désert en Israël avec 40 degrés. Donc chez nous, je pense que c'est compliqué. Et je pense qu'en fait, de manière générale, le séchage, vaut mieux éviter le soleil. Moi, je fais sécher par contre sans séchoir certaines plantes, juste aux 4 vents, c'est-à-dire donc à l'ombre, mais à un endroit qui est bien ventilé, dans des clayettes bien pas trop serrées. Sur certaines plantes qui sont assez fines, parce que je fais pas mal de séchage de plantes pour mes tisanes,
ça marche. Donc voilà, c'est facile. Mm. Alors je le fais beaucoup moi pour l'ortie. Voilà. 1 mètre carré d'ortie fait à peu près 100 grammes d'ortie séchée, jusqu'à entre 3 et 4 fois par an à peu près. Et du coup, alors oui, pour rejoindre la question moins longue que les plantes médicinales, effectivement, c'est une question de degré. Donc sécher à 20-25 degrés, moi ça met à peu près 4 jours, vraiment à l'ombre tranquille, pour éviter de flinguer tout ce qui est tous les nutriments en fait à l'intérieur. Ouais. Et après, je me souviens aussi, juste je reviens pour les fruits, il y a quelqu'un qui faisait son pain toutes les semaines dans un four à pain. Et du coup, quand le four est refroidi, c'est le moment aussi d'utiliser la sole. On a même, peut-être ça marche avec un four de cuisine, mais on a un four qui a 50-40 degrés, il faut utiliser quoi, pour sécher les Mm. fruits, c'est idéal. Et ensuite, on peut parler aussi des châtaignes, hein. Donc les châtaignes, ça se sèche pour se conserver. Donc là, on met un poêle, c'est un séchoir un peu spécial parce qu'on fait des grandes quantités en général. On met un poêle dans une clède, donc au rez-de-chaussée, on va dire, et à l'étage, il y a un plancher en clayette et on pose pas mal de châtaignes qui vont se sécher en plusieurs semaines, on va dire 2-3 semaines. Il faut entretenir le feu ou le poêle. Donc c'est très fastidieux, mais ça donne des châtaignes sèches qui se conservent très longtemps. Par contre, sur pas mal de fruits et légumes, surtout sur les légumes séchés, si on veut les utiliser, ça demande parfois, si on ne fait pas des chips par exemple, ça demande de les recuisiner après, de les faire réhydrater dans un bouillon. Donc la châtaigne, on fait une soupe par exemple. Les champignons aussi, les champignons secs, ça se conserve, mais il faut les recuisiner après, quoi. Mm. Alors pour les questions de petites bêtes, effectivement, sur les séchoirs solaires, il faut mettre des grillages très très fins à l'entrée et à la sortie de l'air, et avoir une porte assez étanche, parce que sinon effectivement c'est le festival de la fourmi, de tout ce qui se passe. Et puis je rajoute au niveau du séchage des légumes, pardon, des fruits. Alors un truc qui marche très très bien et qui garde une petite acidité, c'est la groseille. Vous mettez les groseilles juste à sécher, ça fait des tout petits bonbons. C'est bien meilleur que les trucs industriels. Euh, et les poires, j'ai testé, mais c'est très compliqué. Si la poire est un peu trop mûre, vous en faites de la compote à 50 degrés. Et si elles sont trop fermes, bah, ça devient un truc trop farineux. Donc sécher la pomme au séchoir solaire, D'accord. c'est pas évident. Pour continuer, j'avais vu que Damien Descartes avait fabriqué un four solaire au milieu de son poulailler. Et comme ça, il confiait aux poules le soin d'empêcher les petits bébêtes d'approcher de son four solaire. On a une question aussi pour les clays. J'ai essayé d'en trouver sur Internet. Avez-vous des idées? J'utilise des cajots en bois. Alors moi j'ai fabriqué ça, j'ai acheté du grillage très fin. Euh, alors j'ai pas trouvé d'inox, j'aurais aimé avoir de l'inox, mais j'ai trouvé du galva. Et sinon j'utilise aussi des grilles en métal déployé, en acier, tout simplement. Sinon, il y a les grilles en plastique, hein. C'est moins, ça Ouais. c'est du pétrole, mais niveau alimentaire, enfin, ça résiste bien. Que ce soit selon ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose de très fin, vous mettez une sorte de moustiquaire, mais moi j'ai de la grille aussi, ça fait des mailles de 1 cm sur 1 cm pour pas mal de plantes, ça marche bien. Alors pommes séchées au four. Bah, tout dépend en fait de l'épaisseur. Sur une épaisseur de 3-4 millimètres, ça va faire entre 5 et 6 heures, je pense. Euh, Après, voilà, c'est toujours une question de température et d'humidité relative. Donc, si vous chauffez à 50 avec un four qui va être fermé, ben, vaut mieux laisser le four légèrement ouvert ou avoir une ventilation dans le four que de. Ouais, enfin, le séchage au four, c'est pas évident pour les fruits. Ça peut vite tourner à la compote.
Et dans tous les cas, la ventilation, c'est quand même important. Si on peut, même sur les séchoirs solaires, il y en a plein qui préconisent de mettre un petit ventilateur en bas. Donc, ça dépend de la quantité de soleil. Si on a vraiment un plein soleil, simplement la thermodynamique, l'air chaud qui monte, ça va suffire. Mais si on veut l'utiliser, pas à toute saison, mais bon, même des jours où il fait un peu plus frais, où il n'y a pas d'air qui circule assez, il y en a qui mettent une petite ventilation avec un minuscule moteur électrique, enfin une pile, ça suffit, quoi, mais voilà, sur certains séchoirs, il y en a qui conseillent ça. Mm. Et sur les plus gros séchoirs, carrément, ils mettent des petits ventilateurs qui se vendent, voilà, ou même voilà, un petit ventilateur, on va dire. Ouais, les petits ventilateurs d'ordinateur sont très bien pour ça. Voilà, j'allais dire. Mais... Ok, alors pour les légumes, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors euh, la congélation, alors juste pour expliquer les photos, ça c'est de la bardane. J'en profite pour faire de la pub pour un végétal qui est pas souvent employé. Ça c'est de la bardane géante. Notre grande surprise, notre chat aime ça cru. C'est hyper amer, mais juste cuisiné. Donc vous les passez, vous les blanchissez et après vous les cuisinez. Ça se congèle très bien également et c'est très bon. Avec un peu vous faites revenir ça avec de l'ail, etc. Donc en fait en introduction de la congélation, cuisiner, enfin il y a la possibilité de bien sûr de récolter et de congeler, mais l'avantage c'est de pouvoir cuisiner des grosses quantités, de les séparer en petits lots et de pouvoir les réutiliser en unités de repas. Sylvain, sur la congélation? Alors, sur la congélation, sur le principe de base, ça reprend en fait presque plusieurs principes pour lutter contre le micro-organisme. Déjà, ça bloque l'eau puisqu'elle est gelée, donc vous êtes sûr que les micro-organismes ne vont pas utiliser l'eau. Et en plus, ça tue un certain nombre de micro-organismes. Mais ça tue pas tout. Du coup, souvent, pour certains légumes, on conseille de faire blanchir ou de cuisiner avant de congeler, de ne pas mettre forcément des légumes crus dedans. Alors ça, faut voir au cas par cas. Je sais, pour la courgette, par exemple, c'est pas mal si on fait blanchir ou si on fait les courgettes farcies, qu'on les met directement au congèle farci. C'est le plat cuisiné parfait. Euh, Par contre, la courge crue, moi, je trouve ça va très bien quand si elle commence à s'abîmer, que j'ai pas le temps de la cuisiner. Hop, je fais des petits morceaux, je mets ça au congélateur, ça va très bien. Faut savoir que la congélation, quand on va décongeler, ça va rendre de l'eau. Donc, quand on va recuisiner quelque chose qui a été congelé, ben, faut le prendre en compte que le froid a fait comme une pré-cuisson en fait déjà, donc on a perdu un peu de texture si on a mis quelque chose de cru dedans, et on va avoir beaucoup d'eau. Donc, moi, j'avais fait l'an dernier du concombre congelé. Quand j'ai voulu le recuisiner en sortant pour faire une sorte de tzatziki, ben, mon concombre congelé, j'ai dû le faire dégorger pas mal quoi, pour faire sortir toute de l'eau. Mais c'était bien pratique parce que moi, j'avais pas le temps de faire du tzatziki en grande quantité quand ça produisait au jardin. Donc, je me suis fait ça dans l'hiver tranquillou. C'était sympa. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bon, c'est très. On perd un peu la texture, hein, donc quand on décongèle une framboise, c'est pas comme une framboise crue. Par contre, si c'est pour de la confiture, moi, tous mes fruits rouges, enfin, tous mes fruits, en gros, je les mets ou je les passe au congèle parce que quand c'est la saison, j'ai pas le temps de faire beaucoup de confiture et je me prends l'hiver pour décongeler petit à petit. Donc, ça veut dire beaucoup de. Enfin, je tourne avec 3 congélateurs, donc voilà, ça prend un peu de place. Pensez aussi, quand vous mettez au congélateur, à préparer, trier, couper les fruits. Parce que comme on perd de la texture, si vous mettez une courge entière dans le congélateur, vous aurez du mal à la découper en petits morceaux après. Ça va faire un peu de la bouillie quand même au moment de décongeler. C'est bien de trier, éventuellement éplucher si c'est des fruits ou légumes qui doivent s'éplucher, d'enlever les verres. Voilà, c'est le travail à faire
avant parce que c'est plus facile à faire quand le fruit il est frais, quoi. Et, pardon, Vas-y, juste vas-y. je finis. Pour la décongélation, ce qu'on préconise pour éviter qu'il y ait certains micro-organismes qui se remettent dedans, c'est de faire soit une décongélation à froid, soit à chaud, mais pas à température ambiante. Alors, bon, c'est facile à dire, des fois, ce n'est pas toujours possible, et à température ambiante, ça marche à peu près. Mais disons que quand on fait à température ambiante, on va prendre un aliment qui est à moins de 18 et on va le faire passer à 20 degrés, et ça va prendre plusieurs heures où on est dans cette tranche de température entre 4 et 15 degrés, et 20 degrés. Et on va rester plusieurs heures entre 4 et 20 degrés, et c'est une température à laquelle les bactéries aiment se développer. Pendant plusieurs heures, elles pourront se développer à nouveau alors qu'on a pensé avoir bien conservé tous nos aliments. Donc, c'est un risque à prendre en compte. Donc, soit ce qu'on préconise, c'est de décongeler dans un frigo à 4 degrés, ce qui prend beaucoup plus de temps, donc il faut anticiper, c'est compliqué. Et sinon, dans certains cas, pour certaines recettes, on peut décongeler directement dans la marmite en commençant à cuisiner. Donc, voilà. Ça veut dire qu'on va passer très vite la tranche de 4 à 60 degrés, la tranche où les bactéries aiment se développer, on va rester que quelques minutes parce qu'il y a le gaz qui va faire son travail, qui va faire que ça va aller vite, donc les bactéries n'auront pas le temps de se développer. Voilà, ça c'est la théorie. Après, la température ambiante, ça marche aussi. Ouais. Pour préciser un peu d'où vient cette eau à la décongélation, en fait, dans une matière, il y a l'eau qui est entre les cellules et l'eau qui contient les cellules. Et lorsqu'on va congeler, il y a l'eau donc qui est entre les cellules, bien sûr, qui va givrer, et l'eau qui est à l'intérieur des cellules qui va partiellement aussi givrer et donc être extrait de la cellule. Donc c'est cette eau-là c'est pour ça qu'un aliment va donner plus d'eau à la décongélation, va rendre de l'eau, et le changement de texture est principalement au fait qu'il y a une dégradation des cellules, et c'est pour ça qu'on ne peut pas congeler forcément, enfin que la congélation des, des êtres vivants et leur retour à la vie est très très compliqué pour nos amis qui essayent de s'y frotter, les scientifiques. Bref, ça c'était une aparté. Sur la congélation, effectivement, il y a aussi la décongélation dans le mixeur, surtout avec les petits fruits, qui est une très très bonne recette. Donc, vous prenez des petits fruits rouges, et puis vous les passez dans du fromage blanc, dans du yaourt directement au mixeur. Ça vous fait un petit sorbet. C'est sublime. Ok pour la congélation. Et puis les questions de place, effectivement, c'est quelque chose à bien gérer. Il vaut mieux dimensionner correctement ces moyens de conservation en fonction de notre production. Et juste une petite remarque, c'est de l'expérience. Peut-être faire attention aussi, même si on emballe bien, à comment on stocke, si on met tout en vrac dans le congélateur. Moi, j'ai eu une mauvaise surprise une fois. J'ai essayé de congeler de l'oignon parce que, à un moment, c'était la fin, ça commençait à germer, j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit avec tous mes oignons qui restaient. J'ai congelé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une glace maison à côté. Quand je l'ai mangé, il y avait un petit arrière-goût d'oignon. C'était étrange. Donc, je ne sais pas comment faire, mais juste penser à ce qui a beaucoup de goût, l'oignon, peut-être le poisson, tout ça. Plus on compartimente, mieux c'est. Ok, ok pour la congélation. Alors oui, on en parlera des courges. Une glace à l'oignon, ouais. On en parlera un petit peu de la conservation juste naturelle des aliments. Alors, notamment la conservation en silo. Euh, Sylvain, tu as de l'expérience là-dessus? Non, vas-y. Non? Alors, en gros, il y a deux grands styles de silos. La conservation, alors moi je fais de la conservation de mes patates, je les récolte très très tard. Je suis en train de récolter mes patates, plus exactement. Parce que j'ai des chats qui luttent efficacement contre les rongeurs.
et j'ai un paillage qui permet de conserver naturellement ces choses-là. Après, pour l'hiver, mes pommes de terre sont dans mon cellier et elles se conservent tranquillement. Par contre, si on veut les conserver donc dans des silos en terre, l'idée c'est par exemple de prendre une poubelle de 100 litres, de creuser un trou, euh, et puis de mettre alors soit de la paille au fond, le mieux c'est de mettre des feuilles, des branches pour avoir un petit côté isolation. Vous laissez dépasser votre bac de 5 cm environ avec des trous. Vous remplissez, alors l'idée de remplir, c'est par exemple, vous mettez des carottes. Alors ce qui va se conserver effectivement, c'est carottes, pommes de terre, les betteraves, etc. Et entre chaque lit de légumes, vous mettez une couche de paille pour que tout soit isolé et un petit peu dans un joli petit cocon. Et si jamais vous êtes dans des régions très froides, vous isolez avec un tas de paille par-dessus. Il faut bien que ça soit hermétique parce que ça peut devenir un garde-manger pour rongeurs. Et puis la deuxième méthode, c'est vous faites exactement pareil, mais vous récupérez un, comment ça s'appelle, pas un baril, mais de machine à laver, Tambour. un tambour, merci, un tambour de machine à laver. Vous faites exactement la même chose, sauf que vous tapissez le trou avec de la brique. C'est pareil, ça permet d'avoir une petite ventilation. En fait, que l'humidité passe tranquillement de l'extérieur et de l'intérieur. Vous mettez de la paille, les légumes, alors les légumes racines, de la paille, etc. en couche, et puis vous mettez un paillage par-dessus. Voilà. Alors moi, en fait, c'est aussi la seule expérience que j'ai faite. C'était des carottes, j'ai fait beaucoup plus simple. J'ai mis des carottes dans une caisse en plastique avec du sable de maçonnerie, enfin pas du sable, pas du sol. Du coup, c'était un sol qui était mort en fait, un sable. Voilà, c'est juste du sable assez fin. Et du coup, les carottes ont arrêté elles n'ont pas fait des petites racines et tout ça. Voilà, c'était ma façon la plus simple, mais voilà, le résultat était bien. Parce qu'après, j'avais essayé aussi de laisser longtemps mes carottes au jardin en hiver, mais voilà, le risque, c'est d'avoir des vers, quoi, parce que voilà, c'est pour ça on les récolte quand même assez tôt. Alors effectivement, la technique du sable, dans un bac tout simplement, et même dans un cellier, ça marche très bien. Euh, Après, par exemple sur les patates, vous avez des germes. Bah moi personnellement, là, ça fait 2 ans que je fais le test. Je les repique, ces germes. Donc je les mets dans de la terre, j'humidifie un petit peu, je laisse au cellier. Et quand ça commence à faire des petites feuilles vertes, et ben je le plante là au printemps. Je les plante et ça me fait des patates. Alors c'est pas pour du maraîcher, etc. Mais ça permet quand même de faire 25 à 30% de production en plus que les plants de patates qu'on peut acheter. S'il n'y a pas de questions pour ça, on avance. Alors les œufs, pour ceux qui font de la production d'œufs, alors on s'éloigne un tout petit peu du potager, mais malgré tout, nous on produit des œufs. Alors on a alors ça c'est des œufs de canard, enfin des œufs de canne plus exactement. Juste pour expliquer le stockage dans le frigo, alors il y a du pour et du contre. L'avantage du frigo, c'est que c'est quand même un endroit qui est relativement propre. On a tout simplement un petit processus puisqu'on ne date pas nos œufs. On prend toujours nos œufs à gauche et on fait glisser les boîtes. Et donc le nombre d'œufs, on a à peu près un œuf par jour sur les 2 cannes. Eh bien, ça nous fait un temps de traversée entre 16 et 28 jours. Donc on reste dans les temps. Dans le pire des cas, on reste en dessous des 30 jours. Et même si ça dépasse un petit peu les 30 jours, on n'a jamais eu de problème. Donc voilà pour les œufs. Dans le frigo, on va dire. Ça nous est arrivé de trouver des œufs parce que nos cannes, elles ont tendance un peu à déplacer les nids. Elles s'amusent assez souvent. Donc ça nous est arrivé à manger des œufs qui avaient un bon 15 jours de présence sous les framboisiers tranquilles et l'œuf était nickel. Après, il y a 2 modes de conservation long terme pour les œufs.
C'est toujours la question, parce que dans une production d'œufs locale, il y a les mois d'hiver qui sont beaucoup moins productifs. Donc il y a le lait de chaux, donc c'est 40 grammes de chaux. Alors c'est de la chaux éteinte dans l'eau, donc par litre. Et on peut ajouter 15 grammes de sel optionnel pour un litre d'eau donc. Et la conservation est d'à peu près 8 mois à 1 an, en sachant qu'il faut bien faire attention. Donc dans un seau de 10 litres par exemple, les premiers œufs que vous allez mettre vont être au fond. Et donc il faut faire attention à prendre les premiers œufs qui sont arrivés, les sortir en premier. Les résultats, c'est que l'œuf, au bout de 8 mois, il est exactement comme si il sortait de la poule. Donc il y a quelques fragilités. Enfin, on peut s'apercevoir que le blanc est un petit peu plus liquide, que le jaune se casse un peu plus facilement, et potentiellement que la coquille est un peu plus fragile. Mais comme dans tous les aliments et dans tout ce qui concerne la conservation, faut bien faire attention à la qualité des aliments qu'on va conserver, parce que s'il y a le moindre défaut, ben, on a des chances d'avoir des problèmes. Donc voilà, sur la conservation des œufs au lait de chaux, et puis méthode de mes voisins qui ont 92 ans, c'est de les conserver dans de la cendre. Donc un petit lit de cendre de 4-5 cm, les œufs la pointe en l'air, et on recouvre le tout de cendre, et conservation à peu près 8 mois, 1 an également. Voilà, donc c'était toujours mon problème jusqu'à ce que je découvre ça. Et du coup, juste un truc de base aussi, c'est qu'on lave pas les œufs. Enfin, alors si on Ouais. lave les œufs, il faut les garder au frigo et les consommer vite. Donc idéalement, on lave les œufs avant si vous voulez vraiment les laver, c'est avant de les consommer. Voilà. Et justement, ça vient de là. Le fait de voir les œufs au frigo, ça vient de nos amis américains Voilà. qui, pour eux, il faut que ça soit propre, comme ça sort d'une poule. C'est pas très propre une poule, vous imaginez bien pour un Américain que une poule, c'est pas propre. Donc, il faut le laver. Donc, comme il le lave, on est obligé de le conserver au frais. Parce qu'en fait, Donc, pardon. Oui, on enlève une pellicule protectrice. exactement. Exactement. La pellicule qui est protectrice qui est par-dessus l'œuf est enlevée en même temps que les saletés. Donc, il faut absolument le garder au frais. Et comme le dit si bien le producteur d'œufs bio de Bruno, les œufs sont des êtres vivants, donc pas au frigo. Donc, en France, et si vous ne les lavez pas, les œufs n'ont pas besoin d'être au frigo. Aux États-Unis, c'est différent. Voilà. Et puis après, selon l'âge de vos œufs, ben, vous les utilisez différemment. C'est sûr que pour manger un œuf cru à gober, vaut mieux le faire sur un œuf qui a quelques jours. Après, si on frôle, si on avance vers les 28 jours, là, un peu la limite, ben, vaut mieux faire un œuf dur, quoi. Bien Voilà. cuit. Et avant toute idée d'utilisation, quand vous avez un coq ou un canard dans le lieu de production, pensez à mirer vos œufs. Ça peut vous éviter de vous retrouver avec un début de fœtus, de poussin dans la casserole. Ok pour les œufs. Comment tu fais pour mirer ton œuf? Ah, alors, bah, en fait, sur une lumière forte, alors les portables ont des lumières très 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 puissantes, donc vous prenez votre portable ou sur un spot et on colle simplement l'œuf sur le spot et on voit par transparence. Donc on va voir la poche d'air, on va voir le jaune au milieu, et si vous voyez en fait une masse sombre, c'est qu'il y a un début de développement. Et bien souvent, quand il est dans votre main, dans votre cuisine, c'est que c'est trop tard. Donc il faut aussi observer si vos poules ou vos cannes commencent à couver. Il y a peut-être une raison, parce elles le savent bien mieux que nous. Elles n'ont pas besoin de spot. Et puis après, il peut y avoir en fait juste un début de fécondation, mais l'œuf est quand même consommable. Donc si il y a un tout petit peu, tant que le jaune il est pas présent, il n'y a pas de souci. Oui, Et effectivement. pardon. Le froid bloque aussi effectivement tout développement
de fœtus. Et juste un petit point sanitaire sur les œufs. Il faut faire attention en fait à la propreté des œufs, on va dire au moment de cuisiner, parce que c'est la salmonelle en fait qui se développe à la surface de l'œuf. Donc on fait gaffe de pas mettre nos coquilles dans ce qu'on va manger, quoi. C'est sur la coquille la salmonelle. Voilà. Et puis la couche protectrice dont on parlait est très utile pour lutter contre les maladies cryptogamiques, notamment du pêcher. J'ai utilisé, alors on voit des sacs de coquilles pendus au pêcher pour lutter contre la maladie. J'ai essayé, puisque la maladie est dans le sol, j'ai essayé tout simplement d'étendre du broyat de coquilles et ça marche relativement bien. Petit tour sur les graines, on avait fait tout un cours là-dessus, donc on va pas forcément s'étendre, mais vu qu'il y a quand même, c'est quand même une période de récolte, à gauche, c'est des graines de tomates que je mets directement en ligne, comme ça j'enterre le sopalin au printemps pour mes semis, et puis du coup je recouvre de terre et ça pousse. Je sépare après les jeunes plants quand ils sont suffisamment développés. Et à droite, c'est ma grande fierté parce que c'est notre melon angevin. Et c'est pas évident de faire pousser des melons chez nous. Au niveau des graines, Sylvain et David? Non, enfin, je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Ouais. Donc, voilà, faut que ce soit bien conservé au sec et si vraiment vous avez des graines qui se conservent pas longtemps, genre l'oignon, vous avez le droit de congeler dans un petit sachet plastique. Voilà, ça dépanne pas mal d'avoir quelques graines au congélateur. Voilà. Alors, pour parler graines, alors notamment céréales, alors, je sais plus si j'avais fait une slide sur les céréales. Si, céréales, voilà. Alors les céréales, là il y a un petit tableau qui permet de voir un petit peu en fonction, je sais pas si vous voyez ma souris. Oui. Si, c'est bon? Du coup, là on a la température et là on a la teneur en eau du grain, donc en pourcentage d'eau massique, donc le contenu d'eau dans le grain. Et on voit que si on a des températures de conservation de nos céréales, donc pour ceux qui font pousser un petit peu de blé ou de l'orge, du seigle, etc., il faut que la céréale soit vraiment très sèche. Donc en dessous de 5 degrés, 5% entre 5 et 10% d'humidité relative pour que ça se conserve. Sinon, on a des insectes qui se développent et au-dessus, on a de la moisissure. Et si on dépasse un pourcentage d'humidité et avec des températures entre jusqu'à 15 degrés, on va redéclencher la germination. Alors pour bloquer tout ça, sur des petites quantités, il y a quelque chose qui est très très simple, c'est le micro-ondes. Vous passez quelques secondes le grain au micro-ondes juste pour qu'il soit suffisamment sec, c'est-à-dire que vous allez le sentir, il va devenir chaud et vraiment un son très sonnant. Et vos céréales seront débarrassées de tout ce qui est bactéries, petits parasites, etc. et sèches. Et en même temps, vous aurez complètement enlevé le pouvoir germinatif de la graine. Donc pour une conservation, ça c'est très rapide. Donc voilà, après il y a deux autres possibilités de conservation. Les conservations utilisées aujourd'hui, qui est un séchage par palier, donc de 18 à 20 degrés en été, puis après septembre-octobre à 10 degrés, avec une ventilation pour le sécher, et après il va être donc séché dans les gros silos qu'on peut voir dans les campagnes en ventilé, ou en silo anaérobie, qui est l'ancienne technique. Donc en gros c'est comme tout à l'heure, des trous dans lequel était stocké le grain. Donc c'était un peu comme nos bocaux en anaérobie. Il y a une certaine fermentation qui se faisait, qui consommait l'oxygène et qui mettait la graine en dormance.
Il faut savoir qu'on a réussi à faire germer des graines de blé qu'on a retrouvées qui dataient de à peu près 1500 ans. Donc c'est aussi des techniques. Si vous voulez l'essayer, tenez-nous au courant, ça pourrait être intéressant. Moi personnellement, je les stocke au sec dans un seau en plastique. Et puis pour celles que je consomme derrière, un petit coup, je les laisse tremper 24 heures et après je les cuisine un peu comme du riz. Est-ce qu'il y a des réactions sur les céréales et les graines? Non, alors on avance. Alors les jus et fermentation. Alors on en a un petit peu parlé déjà. Sylvain, t'as des... Vas-y, je te laisse. Alors, déjà au niveau du tri, je classe en fait mes pommes ou mes fruits quand voilà, il y a quelques pêches et puis on a aussi quelques poires quand la saison est bonne. En fait, il y a ceux qui vont être écartés directement, donc qui vont avoir de la pourriture, alors quelconque, hein, que ce soit n'importe quelle pourriture, trop abîmée. Dans ce cas-là, c'est direction le compost du jardin en épandage direct. Ensuite, je vais avoir une catégorie à consommer tout de suite parce que elle va être attaquée, le fruit va être attaqué. Donc dans ce cas-là, je vais le trier et le faire tout de suite. Alors généralement, ça va représenter, je vais avoir 10% de pertes immédiates en fruits hors d'usage. Je vais avoir à peu près 10% à consommer tout de suite, que je vais traiter de deux manières. Soit avec l'extracteur de jus, pour avoir du jus, un petit jus de pomme frais, que je vais soit consommer tout de suite, soit pasteuriser. Donc la pasteurisation d'un jus de pomme, c'est 78 degrés. Du coup, le Thermomix, c'est très bien parce qu'il y a une touche à 80 degrés. Donc comme ça, il n'y a pas de lézard. Et puis l'extraction des pulpes va directement chez le cochon d'Inde. Et donc les graines de pommier qui sont pas broyées sont semées dans le jardin. Et puis je vais filtrer après le jus pour en extraire deux éléments. Je vais me faire une purée, enfin une compote. Et puis du coup du jus après. Et puis la deuxième technique pour des pommes, pour des plus grosses quantités, c'est de le broyer. Alors là, c'est pareil, c'est un coup de Thermomix. Et puis après pressage à la presse. Donc ça, c'est vraiment des petites quantités. Quand là, cette année, on va peut-être même moins, on va avoir 30-40 kilos à peu près en tout. On montera peut-être à 60, mais donc dans ce cas-là, c'est un traitement à la maison, et si on est au-delà, on va avoir un presseur qui a une machine et qui nous fait du jus de pomme pasteurisé à la bonne température, filtré, etc., qui est top. Il faut pas trop s'embêter. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, voilà, là c'est la séparation. Du jus d'un côté avec un filtre, tout simplement un filtre à café en plastique. J'ai de la compote qui arrive derrière. Je stérilise et je mets en bouteille. Alors les bouteilles que j'utilise, celles où je vais vouloir avoir une fermentation, où j'ai un risque de pression, je vais prendre des bouteilles de champagne que je vais rebouchonner avec une capsule de 28 mm. Ou sinon je prends juste des bouteilles parce que j'aurais bien pasteurisé, je vais prendre des bouteilles de jus normal. Autre chose après sur les jus frais, alors c'est pas de la conservation longue, mais voilà, ça va durer 3-4 jours à peu près au frigo. Voilà, là par exemple c'est du jus de framboise avec du jus de pêche coupé avec 50% de gazeuse, et ça fait une boisson très très bonne. Et puis vous avez aussi la possibilité donc de presser et de mélanger à 50% avec de l'alcool fort et laisser macérer
Et puis après, vous filtrez et vous avez, alors en fonction des mélanges, vous avez différents goûts. Faut savoir que bien souvent, il faut rajouter un peu de sucre pour que ça prenne un goût agréable. Sinon, c'est assez fade. Et puis voilà, la dernière c'est pour des petites quantités, pour faire du cidre. J'utilise ce genre de bouteille. Euh, à dégazer régulièrement. Si j'ai un peu plus de contenu, alors j'ai pas pris la photo. Il y a aussi des bonbonnes avec un bulleur pour que la fermentation se fasse tranquillement. On peut ajouter des levures. Alors la levure de pain, ça marche parce que c'est une levure alcoolique qui va dégrader le sucre et le transformer en alcool. Et puis voilà. Euh, alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a tellement de choses. Donc, moi, j'ai fait mon jus de raisin la semaine dernière. Donc, on a loué un atelier à deux. Donc, on le fait nous-mêmes, mais avec une grosse presse équipée. Et donc, il y a toujours quelques bouteilles qui n'ont pas pris la pasteurisation parce que donc on peut le voir grâce à la fameuse capsule avec le flip. Euh, et en fait, je les ai laissées du coup à température ambiante et en 24 heures, elles ont commencé à fermenter. Donc, parce que donc, comme quoi le raisin, c'est quand même très sensible. Et en fait, donc ça m'a fait un pétillant de raisin qui est très bon, que du coup j'ai dégazé un peu pour pas que tout déborde, parce que c'était pas des bouteilles à limonade ou voilà qui se ferment. Et je tiens au frigo. Et c'est ce qu'on appelle en fait en Suisse, je crois que vous appelez ça la bourrue. En France, il y a des régions où on appelle ça le mou, tout simplement. C'est légèrement pétillant, c'est un début d'alcool, mais quasiment pas. Moi, quand j'habitais en Autriche, on appelait ça le Sturm. Et je me régale. Du coup, j'ai mes 6 bouteilles là, que je garde au frigo et que je bois petit à petit. Et que c'est pas encore du vin, c'est très sympa. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour l'alcool, on peut aussi utiliser, quand on, quand tu dis couper avec de l'alcool, du jus avec de l'alcool, on Mm. peut aussi faire un jus légèrement fermenté, donc ce fameux jus pétillant, ce mou, qu'on va couper, qu'on va laisser fermenter quelques jours et couper avec de l'alcool. Et c'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle ici la Carthagène. En Champagne, ils appellent ça le ratafia. Sur la pomme, ils appellent ça le pommeau. Ça commence à être un apéritif d'une vingtaine de degrés qui est assez sympa. Et voilà, pour les jus. Ah oui, pour la compote aussi. Donc, moi, je fais ma compote indépendamment du jus. Mais du coup, j'utilise, alors je sais pas, peut-être avec un Thermomix, ça doit être, ou un extracteur de jus, ça doit le faire. Mais moi, j'ai pas tout ça. J'ai une épineuse à manivelle. Donc en fait, je fais ma cuisson avec les peaux, les pépins. Juste, j'ai trié, juste coupé en quatre mes pommes et enlevé les verres s'il faut. Et je fais ma cuisson avec tout et je passe après à l'épépineuse à manivelle qui m'enlève les pépins et la peau. Et du coup, c'est assez sympa. Mais j'imagine qu'un Thermomix, qu'un extracteur de jus, c'est encore plus pratique. Mais voilà, je ne joue pas encore avec ça. Ouais, en fait, c'est surtout une histoire de quantité. Parce que je fais des lots de 2 kilos. Mhm. Donc ça me permet de faire à peu près, quand je fais de la compote, c'est 2 litres de compote. Mhm. Si c'est de la confiture, ça sera 4 pots de confiture. Ouais, Donc voilà, c'est vraiment des très petites bien sûr, ouais. quantités. Très bien. Alors que toi, oui, j'ai l'impression que tout de suite, c'est un peu plus lent. Oui, voilà. Et du coup, mes compotes, comme je veux les conserver, après, je les pasteurise. Donc, pasteurise à l'eau chaude dans ma fameuse marmite cylindrique avec de l'eau chaude. Et je fais monter à l'eau. Voilà. En attendant que Sylvain revienne sur la compote, quand vous la faites chauffer, vous pouvez rajouter un petit peu de menthe. Ça donne un petit goût à la compote très très sympa. Sylvain est parti. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. On reviendra sur Sylvain quand il reviendra.
Du coup, conservation des viandes et des poissons, bon, c'est pas forcément au programme. Je vais juste vous parler du pemmican, biltong, etc. Le pemmican, c'est quelque chose à découvrir. Euh, En gros, c'est de la viande séchée réduite en poudre, mélangée avec de la graisse et des baies, qui va être du coup resséchée après. Voilà, à 27-30 degrés pendant 5 à 10 jours. Euh, et ça permet en fait ça a été utilisé par beaucoup d'explorateurs. Donc ça permet de conserver la viande, donc d'avoir de la protéine animale sur des longues durées, sans forcément avoir de moyens de conservation, de réfrigération, etc. Le biltong et le grison, c'est un peu la même chose, sauf que c'est de la viande qui va être déjà passée au vinaigre, puis séchée. Ensuite, il y a les conserves de viande, pasteurisation à l'inférieur à 100 degrés, stérilisation supérieure à 100 degrés, et tout ce qui est corned beef, lactofermentation de la viande, et le fumage. Donc on va passer très rapidement là-dessus, mais juste pour donner un peu des tuyaux. Et puis, on a fait tout ça pour dire qu'au final, les légumes, ça se conserve aussi très très bien sur les étagères, à température ambiante, alors surtout pour les courges, les pommes de terre. Typiquement, la courge que vous voyez là, elle a à peu près 1 an et 3 mois. Les petites courges qui sont là ont, alors, celles du fond qui ont plus d'1 an. Et puis, les courgettes, je les consomme jusqu'à 3-4 mois après qu'elles aient été cueillies. Alors, le milieu, c'est 12-17 degrés avec une hygrométrie ambiante. Et malgré tout, le jour et la nuit, alors c'est de la pénombre, mais les légumes ont de la clarté du jour et la clarté de la nuit qui passe. Et j'ai une très bonne conservation. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Non. Donc là, en fait, vous voyez, c'est les mêmes courges. Ça, c'en est une qui vient d'être cueillie et quelques temps après, elles prennent cette couleur-là. Il m'est arrivé d'avoir des graines germées à l'intérieur de mes courges qui datent. Je les ai replantées et du coup, ben, forcément, ça a pris. Donc voilà. Et puis, alors quelque chose de très important dans tout ce qui est stock, mettez que ce qui est utile. Pas de produits ménagers, pas de trucs à proximité, d'éléments chimiques, etc. Gardez vraiment sur l'étagère que ce qui est stockable et mangeable. Essayez d'avoir un stockage logique, d'avoir clairement identifié ce qui était de l'année, ce qui était de l'année passée, etc. Ce qui a mangé en premier. Un espace suffisant pour qu'il n'y ait pas de contamination quand les légumes commencent à être un petit peu passés. Ça doit rester propre, ça doit être visuel et puis maintenu en continu. Donc n'hésitez pas, quand il y a un truc qui commence un peu à passer, de l'enlever, de le consommer ou de le jeter. Mais si vous avez un stock que vous laissez un petit peu à l'abandon, vous allez avoir des surprises quand vous allez y retourner. Je crois qu'on a fini sur le sujet. Si, on a parlé en fait de conservation, mais avant ça, en fait, il y a la production. Donc pour terminer cette partie, enfin pour terminer ce cours, je voulais en fait revenir sur la programmation. Alors c'est très simple, mais c'est de dire que voilà, pour mettre en place un stock pour la conservation, il faut commencer par produire et définir son besoin. Si vous stockez des quantités, vous faites des quantités de beaucoup parce que vous en avez beaucoup, etc. Ben, potentiellement, vous allez travailler en vain parce que vous allez perdre des produits
etc. Donc déjà, commencez par définir votre besoin et produisez selon votre besoin. Si vous produisez en surabondance, vous avez le choix donc de distribuer, de vendre, etc. Ou de stocker. Donc voilà, le nombre d'unités consommées par repas. Je sais que par exemple, j'ai besoin d'à peu près 40 à 50 kilos de patates en production pour tenir toute l'année. Et puis, j'ai besoin d'une trentaine à peu près courges diverses et variées pour tenir. Donc, en fonction du besoin, prendre les paramètres fournisseurs. Combien j'ai besoin de poules, combien j'ai besoin de mètres linéaires de choux, etc. Donc, temps de production, les quantités produites en une fois, la saisonnalité, par exemple pour les poules. Et puis, ensuite, il y a l'approvisionnement, la transformation, la récolte, le temps nécessaire à récolter, à transformer. Voilà, Sylvain nous a parlé plusieurs fois de qu'il n'avait pas le temps en fait de traiter l'été parce qu'il récoltait, donc il stockait provisoirement et après il transformait. Donc c'est un petit peu tout ça à mettre en place. Et puis le stockage, donc stockage au froid ou en étagère. Et là c'est quelle est la quantité stockable et la durée de conservation. Typiquement, voilà mes œufs. Si je conserve beaucoup plus d'œufs que je suis capable d'en consommer, ben, au bout d'un moment, je vais avoir de la perte ou des ruptures. Et puis, bien sûr, s'occuper du traitement des déchets et de savoir qu'est-ce que je vais faire de mes coquilles d'œufs, de mes capsules de, de conserve, etc. qui permet en fait d'avoir tout simplement une gestion équilibrée et assumée. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus, des réactions? Non. Eh bien voilà pour moi, David. On n'a pas de nouvelles de Sylvain? Non, non, on n'a pas de nouvelles, Sylvain. Et peut-être qu'il y a eu un souci de réseau ou d'électricité par chez lui. Déjà, juste avant la soirée, il a dû remettre l'électricité qui avait sauté avec l'orage. Donc, il a peut-être eu un problème technique. Eh ben, je vous remercie tous les deux, même s'il n'est pas là. Je vous remercie tous les deux pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Avec plaisir. Ça a été riche et ça va être très utile. La prochaine fois, donc le mois prochain, nous aurons certainement une invitée qui va venir nous parler de notre sujet. Donc, je ne vous l'annonce pas tout de suite parce que j'attends une confirmation de sa part. Mais normalement, le mois prochain, nous aurons un cours avec une invitée suisse qui viendrait nous faire un cours particulier. Voilà. J'espère que ça a été pour vous. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en dessous du vidéo ou nous envoyer des mails, ou bien les poser directement sur la plateforme Weller, auquel vous commencez à être habitué. Je vous souhaite à chacun une bonne soirée et puis à la prochaine.